Mozambique, la province de Macomia se souvient de la nuit du 4 juin dernier. Des hommes armés de machettes ont tué 7 villageois et incendié des maisons à Nondé. La psychose demeure entière au sein de la population. En RDC, 82 personnes ont été tuées et 76 autres enlevées ou kidnappées au courant du mois de mai dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Des chiffres annoncés dans un rapport de Human Rights Watch. Et puis, présidentielle de février 2019 au Nigeria, on connaît de plus en plus les candidats en lice. Donald Duck, ancien gouverneur de l'État de Cross River dans le sud-est du pays, sera sur la ligne de départ. Voilà pour les titres, nous sommes le jeudi 14 juin de l'an 2018. Bonjour et bienvenue. Au Mozambique, la province de Macomia se souvient de la nuit du 4 juin dernier. Des hommes armés de machettes sont entrés dans le village de Nondé où ils ont tué 7 villageois et incendié plus d'une centaine de maisons. Un drame qui a semé une certaine psychose au sein de la population de cette localité. Reportage. C'était une bourgade paisible de l'extrême nord du Mozambique, sans nom et sans histoire, jusqu'à ce que la semaine dernière, les islamistes la prennent pour cible et y sèment la mort et la destruction. Depuis, Macomia vit en état de siège. Dans la nuit du 4 juin, des hommes armés de machettes ont fondu sur le village de Naoundé, près de Macomia. Ils y ont tué 7 villageois et incendié plus d'une centaine de maisons. 2 jours après, au moins 5 autres personnes sont mortes dans les mêmes circonstances dans un autre hameau, Namaluko. Pour la population comme pour la police, aucun doute, les auteurs de ces attaques font partie des Shabab, ce groupe de jeunes musulmans radicaux qui fait régner la terreur depuis des mois dans la province du Cabo Delgado, à la frontière avec la Tanzanie. Eles primeiro atacaram uma aldeia vizinha. Les bandits ont d'abord attaqué le village voisin. À cause de ça, on était sur nos gardes, on était vigilants. On n'a pas dormi de la nuit, mais l'attaque a eu lieu. Eles são pouco fortes, são brancos, tinham levado pastas grandes. Ils étaient assez costauds, ils portaient de gros sacs. Ils ont commencé à brûler les maisons, dont la mienne. Ils ont pris tous mes habits et ont mis le feu dans ma cour et dans mes toilettes. E incendiaram o quintal e casa de banho. Inimigo que entra no bairro ou numa aldeia. Cet ennemi vient dans nos villages, ils effraient les gens, ils les tuent. On n'est pas protégé, on n'a pas d'armes pour se défendre. Ces Shabab se sont fait connaître en octobre en occupant pendant 2 jours la ville de Massemboa da Praia. Ces dernières semaines, leurs opérations se sont nettement intensifiées en nombre comme en violence. Fin mai, 10 de leurs victimes ont été retrouvées décapitées. En République démocratique du Congo, 82 personnes ont été tuées et 76 autres enlevées ou kidnappées au courant du mois de mai dans les provinces troublées du Nord et du Sud Kivu, dans l'Est du pays. Il s'agit de chiffres annoncés dans un rapport de l'ONG Human Rights Watch et du groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Un rapport paru hier mercredi. 82 morts violentes, 42 enlèvements, 34 kidnappings et 35 affrontements entre belligérants ont été enregistrés en mai dans le nord et le sud Kivu, selon un rapport sur la sécurité dans ces 2 provinces réalisé par l'ONG Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York. Le rapport révèle notamment que des hommes armés non identifiés ont abattu 10 civils le 20 mai dernier dans le village de Mangboko sur la route entre Beni et Oicha dans le nord du Nord Kivu. Le document indique également une augmentation des abus contre les civils. En mai, 8 civils ont été tués sur le seul territoire de Beni par des militaires congolais et 4 autres ont été grièvement blessés en marge du déploiement massif des forces de sécurité dans la région. 9 civils ont été massacrés dans la province voisine du Sud Kivu, dans le territoire d'Ouvira, lors d'affrontements à caractère communautaire entre les membres des ethnies Banyamulenge et Bafuliro. Rappelons que les provinces du Nord et du Sud Kivu sont en proie à des violences meurtrières de groupes armés nationaux et étrangers depuis plus de 20 ans.
Restons en République démocratique du Congo où l'acquittement et la remise en liberté de l'ex-vice-président congolais Jean-Pierre Bemba viennent modifier les rapports de force d'un processus électoral déjà explosif où l'ancien chef de guerre compte des millions de soutiens. Il a été libéré à la suite d'une décision de la Cour pénale internationale qui intervient à 1 mois et demi du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain. Adversaire de Joseph Kabila à l'élection présidentielle de 2006, Jean-Pierre Bemba pourrait, de l'avis général, rejouer un rôle sur la scène politique congolaise au moment où l'opposition affirme se chercher un candidat unique. Son acquittement et sa remise en liberté intervenue sur décision de la Cour pénale internationale viennent compliquer les rapports de force d'un processus électoral déjà explosif en République démocratique du Congo où l'ancien chef de guerre compte des millions de soutiens. La décision de la Cour pénale internationale intervient à 1 mois et demi du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre pour remplacer le président Joseph Kabila. Mais la véritable question consiste à savoir s'il acceptera se mettre derrière un autre candidat ou si Jean-Pierre Bemba voudra être investi candidat. Le MLC, son parti politique, tient son congrès au mois de juillet prochain, un rendez-vous à l'issue duquel on pourrait connaître ses futures ambitions. Populaire dans sa région d'origine, l'Équateur, dans le Bas-Congo, mais aussi à Kinshasa, où il avait obtenu 70% des suffrages à la présidentielle de 2006, Jean-Pierre Bemba est courtisé par les ténors de l'opposition depuis son acquittement surprise vendredi dernier. Il faut dire que les victimes des violences en Centrafrique sont déçues par la décision de la Cour pénale internationale de remettre Jean-Pierre Bemba en liberté provisoire. Hier mercredi, le chef du bureau de la CPI en Centrafrique a annoncé le lancement d'un programme d'assistance d'1 million d'euros pour les victimes centrafricaines des miliciens de Jean-Pierre Bemba. Reportage. Le responsable de bureau de la CPI en Centrafrique a tenu une conférence de presse à Bangui mercredi. Au cours de cette dernière, il a indiqué que les juges de la Cour pénale internationale, en libérant Jean-Pierre Bemba, n'ont pas ignoré les crimes graves commis entre 2002 et 2003. 1 million d'euros est destiné à soutenir les victimes. Il s'agit d'un programme d'assistance en Centrafrique qui fait partie du programme du Fonds au profit des victimes. Un organe de la CPI avait initialement été annoncé en 2013. Des victimes témoignent des atrocités commises par les milices qui viennent d'être acquittées et libérées par la Cour pénale internationale. C'est la faute du commandant et non de Bemba. Bemba n'est jamais venu sur le terrain. C'est la personne sur le terrain qui devait surveiller ces éléments. Quand les Banyamulenge sont arrivés, ils dormaient au sein de la concession de l'école Bégoua. Un matin, ils sont allés chez nous. Quand ils sont arrivés, ils ont violé ma fille. J'ai commencé à pleurer et d'autres sont arrivés et m'ont violée. Quand mon mari s'est interposé, ils l'ont tué. 5229 personnes ont été violées par les Banyamulenge. Si Jean-Pierre Bemba est conscient, il n'a qu'à réparer et nous dédommager. Nous sommes très mécontents de la décision du CPI parce que nous croyons qu'ils sont en train d'encourager les criminels. Les grands criminels tels que les Ali Daras, les Noureddin et les consomment là, ils tuent, ils pillent, ils violent, ils font tout dans le pays et par la suite on va dire qu'ils ne sont pas coupables. Le programme d'assistance sera assuré sous forme de réhabilitation physique et psychologique ainsi que de soutien matériel au profit des victimes et de leurs familles. Présidentielle de février 2019 au Nigeria, les candidats à la course sont de plus en plus connus. Ancien gouverneur de l'État de Cross River dans le sud-est du Nigeria, Donald Duck sera également sur la ligne de départ. Les images. Donc, nous avons pris la décision, je vais me présenter. Pour l'instant, l'homme ne rallie aucun des deux partis traditionnels du Nigeria. Homme politique d'envergure, Donald Duck, 57 ans, est jusqu'à présent le plus jeune des candidats déclarés. Déjà, il se dit attristé par l'intention du chef de l'État sortant, Muhammadu Buhari, de briguer un second mandat. Il déplore des dirigeants qui ont plus de 70 ans, car ils ne sont pas du tout en phase avec les réalités du pays. Pour l'instant, Donald Duck
ne se présente pas sous la bannière de son parti, le Parti populaire démocratique, sans exclure toutefois l'idée de pouvoir le représenter lors du scrutin. Le candidat à la présidentielle s'insurge contre une pratique en cours dans ce pays extrêmement divisé entre un nord musulman et un sud chrétien. Le zoning. Le zoning qui a eu une alternance entre nord et sud pour le chef de file des partis traditionnels. C'est une nation potentiellement grande, mais les considérations ethniques et religieuses nous retiennent. Nous savons ce qui est bien. Les gens vous diront, vous ferez un bon président, mais vous venez de cette partie. Je ne me présente pas en tant que sudiste, je me présente en tant que Nigérien, et c'est ce qui est important. Si vous ne faites pas grandir l'économie, vous ne pouvez rien faire. Les gens ont besoin d'emplois. Il y a trop de gens qui ne travaillent pas dans l'économie et c'est évident. Nous disons que nous avons un PIB d'environ 500 milliards de dollars. Mais si vous regardez nos recettes budgétaires et fiscales, cela ne représente que 6 à 7% du budget, ce qui signifie que le nombre de personnes intégrées dans l'économie est tout petit. Nous devons élargir cela et c'est l'objectif principal. Pour faciliter sa candidature, il laisse entendre qu'il pourrait rallier la coalition pour le Nigeria, un mouvement et non un parti, lancé par l'ancien président Olusegun Obasanjo pour rassembler des membres qui désirent voir un Nigeria nouveau, vert et transparent. Au Togo, la Cour constitutionnelle a appelé le gouvernement et la commission électorale à organiser des élections législatives d'ici la fin de l'année, comme prévu par la Constitution. Cet appel de la haute juridiction intervient alors que le dialogue politique censé sortir le pays de la crise politique qu'il traverse depuis un an est au point mort. Les détails. Selon un communiqué lu à la télévision nationale mardi, précisant que les législatives doivent avoir lieu dans les 30 jours précédant l'expiration du mandat des députés, soit le 19 août prochain, la Cour constitutionnelle a demandé à la Commission électorale nationale indépendante et au gouvernement de prendre les dispositions qui s'imposent pour organiser les législatives avant la fin de l'année 2018. Cet appel de la haute juridiction intervient alors que le dialogue politique censé sortir le pays de la crise qu'il traverse depuis un an est au point mort. Au Togo, le corps électoral est convoqué par le gouvernement sur proposition de la CENI chargée d'organiser et de superviser les élections. Mais le processus a pris du retard en raison de la crise politique qui secoue le pays. Ce mercredi, l'opposition a dénoncé cette sortie de la Cour constitutionnelle. N'ayant pas encore désigné ses représentants à la commission électorale, elle estime que sa composition doit être rééquilibrée dans le cadre des réformes institutionnelles prévues par le dialogue. Nathanaël Olympio, président du Parti des Togolais et membre de la coalition de l'opposition, estime que la Cour constitutionnelle, à travers cet appel, vient prouver une fois encore son allégeance à l'exécutif. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.